Bienvenue sur Capital. Nous recevons Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition énergétique et qui vient en fait de participer à un débat donc à la REF. Alors d'abord un petit mot peut-être sur votre programme de rentrée qui est assez chargé. Donc on attend en fait depuis l'été des nouvelles de la loi programmation énergie-climat. Il y a un tout petit décalage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu si ça a pris du retard et pourquoi? Qu'est-ce qui est en jeu? Alors, ce qui est en jeu, c'est après la loi sur l'accélération des énergies renouvelables et la loi sur le nucléaire, de remettre notre pays sur une trajectoire énergétique qui soit compatible avec nos ambitions industrielles et nos ambitions climatiques de baisser drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc l'enjeu de cette loi, c'est de définir combien de nucléaire, combien d'énergie renouvelable, combien de baisse de consommation d'énergie. Et elle nourrit toute la planification écologique, ou en tout cas c'est une partie de la planification écologique sur laquelle nous travaillons sous l'égide du président de la République et de la Première ministre et qui fera l'objet d'une présentation dans les prochaines semaines. Donc elle est complètement articulée avec ce travail plus en profondeur qui va décrire comment, secteur par secteur, nous voulons baisser nos émissions de gaz à effet de serre et en utilisant quels leviers et quelles politiques publiques. Alors justement, je crois que sur certains secteurs, notamment au niveau de l'habitat, il y avait des petites interrogations sur les chaudières à gaz, par exemple. Il y a aussi des interrogations sur la quantité de biomasse disponible. Est-ce que tout ça, ça s'est aplani? Est-ce qu'il y a une espèce de consensus qui a été trouvé avec les différentes filières? Alors sur le gaz dans les habitations, nous avons lancé une concertation début juin et effectivement ça fait partie de ce travail où nous avançons main dans la main avec les élus locaux, les organisations syndicales, les fédérations et les ONG environnementales et les experts pour trouver les chemins qui sont les plus équilibrés entre acceptabilité sociale, pouvoir d'achat d'un côté, capacité des industriels à nous suivre pour mettre en place les solutions et ambition climatique. Et donc nous avons reçu plus de 1000 contributions sur la concertation sur le gaz et sur la décarbonation du bâtiment. Nous sommes en train de les exploiter et nous ferons probablement des annonces d'ici la fin du mois avec l'objectif d'avoir des solutions qui soient concrètes pour les Français. Je pense en particulier à ceux des Français qui, soit en habitat collectif, soit en habitat résidentiel, ont aujourd'hui une chaudière gaz et s'interrogent sur ce qui les attend. Je vais d'abord les rassurer. Il n'est pas question d'interdire les chaudières gaz à la maison. Il s'agit simplement de se poser la question, lorsque votre chaudière tombe en panne, de comment on peut la remplacer par peut-être d'autres technologies qui soient moins fossiles. Et puis c'est aussi toute la question de la rénovation thermique qui permet de consommer moins d'énergie. Et consommer moins d'énergie, ça fonctionne avec l'électricité, mais ça fonctionne aussi avec le gaz. Et là, plus précisément au niveau du calendrier, à quel moment les parlementaires vont s'emparer en fait de cette loi? Alors, s'agissant, je dirais, des textes juridiques qui vont permettre de concrétiser cette programmation énergie-climat, vous avez 3 textes. Une loi autour de l'énergie qui devrait être présentée au cours de l'automne et puis 2 décrets, un décret stratégie nationale bas carbone et un décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui sont plus précis, plus réglementaires, qui ne relèvent pas du niveau de la loi. La loi, c'est les principes. Les décrets, c'est la traduction concrète. Et c'est l'ensemble de ces textes que nous voulons mettre à la concertation, là également dans les prochaines semaines, après le Conseil de planification écologique. Alors au niveau de la vie quotidienne des Français, il y a peut-être déjà, bien qu'on soit encore en été, cette inquiétude de savoir comment va se passer l'hiver. Mais c'est aussi un souci pour les entreprises. Est-ce qu'on est dans la même situation que l'année dernière avec une crainte de délestage? Est-ce que vous êtes confiante dans les mois qui viennent? Alors moi, je veux rassurer les Français. Si nous faisons les mêmes efforts que ceux de l'année dernière en matière de sobriété énergétique, et vous savez que sur l'ensemble de l'année, entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2023, nous avons économisé, c'est énorme, 12%
d'électricité et de gaz, nous sommes en capacité de franchir l'hiver sans tension majeure sur notre réseau électrique parce que nous avons mis en place les mesures pour sécuriser nos approvisionnements. Nos stockages de gaz sont remplis aujourd'hui. Le fonctionnement, la production du nucléaire fonctionne mieux que l'année dernière. Nous tenons EDF en l'occurrence, puisque c'est leur rôle, tient son programme de maintenance, de maintenance et de production d'énergie nucléaire. Nous avons également une réserve en hydroélectricité. Donc nous abordons la saison de l'hiver 2023-2024 dans une meilleure position. Mais moi, j'invite chacun à ne pas baisser la garde. La sobriété énergétique, le fait de faire des économies d'énergie, d'être attentif à son chauffage, d'éviter le gaspillage, d'éteindre les appareils en veille, d'éteindre l'éclairage, en particulier dans les grandes entreprises et dans les commerces, ça a beaucoup d'impact. Ça a un impact à court terme pour sécuriser notre approvisionnement en énergie, mais ça a surtout un impact à long terme puisque ça permet de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous connaissez le combat contre le dérèglement climatique dans lequel nous sommes engagés. Alors vous avez parlé de sobriété énergétique. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que les Français et les entreprises ont fait un énorme effort l'hiver dernier? Est-ce que vous pensez que c'est maintenant engagé dans un effort de long terme? Ou est-ce que c'était un effet parce que les prix étaient élevés et que les gens voulaient limiter les dépenses? Alors je crois que c'est un effort de long terme puisque même au sortir de l'hiver, nous avons continué à observer cette baisse de consommation d'électricité et de gaz. On a pu voir qu'elle n'était pas immédiatement reliée à la croissance de l'activité puisque nous avons continué à avoir une activité en croissance alors que nous baissions notre consommation d'énergie. Et puis, beaucoup de fédérations avec lesquelles nous avons travaillé pour lancer ce plan sobriété. Je rappelle que ce plan sobriété, c'est 300 fédérations, des centaines d'entreprises, tous les ministères, des milliers de collectivités locales qui sont partie prenante de ce plan. Nous avons vu des comportements et des règles du jeu qui ont été mises en place à titre définitif. On voit aujourd'hui, et je pense qu'on peut encore aller plus loin, mais on voit aujourd'hui moins d'éclairage la nuit des commerces dans les rues. On voit que de grandes enseignes ont pris l'engagement d'éteindre ces lumières et le font. On voit également qu'il y a une attention particulière à la ventilation, au chauffage et surtout en fait, au fait d'utiliser le juste volume d'énergie pour continuer à fonctionner dans le confort et à faire tourner nos entreprises. Pour finir, j'ai une dernière question sur la possibilité de faire coexister croissance et sobriété et transition énergétique. C'était une question qui est revenue beaucoup hier, notamment dans le discours, pas dans le discours, mais dans le débat avec Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux entrepreneurs là-dessus? Est-ce qu'on peut continuer à assurer cette croissance tout en étant sobre et en faisant des efforts Je crois qu'en fait, la sobriété, c'est-à-dire dans la notion plus anglo-saxonne de sufficiency, de juste utilisation des ressources, est un levier de compétitivité des entreprises parce que ça leur permet de consommer moins de ressources pour offrir le même service ou les mêmes produits. Et ça change tout. On le voit dans l'industrie, on le voit également dans le tertiaire. Typiquement, le secteur de la grande distribution s'est beaucoup engagé dans le plan de sobriété énergétique. C'est vrai que pendant des années, on a eu accès à une énergie qui était peu coûteuse, qui n'était pas au centre des charges des entreprises, pour celles qui n'en consommaient pas beaucoup. Et du coup, en fait, on ne faisait pas plus attention que ça. Et là, le simple fait de faire attention et de s'apercevoir qu'on chauffe les locaux alors que les magasins ne sont pas ouverts, que la ventilation tourne la nuit, que l'éclairage est mis à des puissances qui sont peut-être même inconfortables pour les clients et les salariés, c'est autant d'éléments sur lesquels on peut jouer et qui permet de diminuer notre consommation d'énergie. Donc je crois très profondément que c'est un plan de long terme. Maintenant, il faut passer un cap, c'est-à-dire il faut ancrer ces habitudes aussi dans nos politiques publiques. Typiquement, lorsqu'on construit une nouvelle infrastructure,
un équipement public, une école, une piscine, une salle polyvalente. Il faut se poser la question de la consommation d'énergie, il faut se poser la question de comment les citoyens viennent et est-ce qu'il y a des transports en commun, donc du positionnement sur le territoire. Ça s'appelle la sobriété dans nos politiques publiques, dans nos politiques d'aménagement du territoire, et c'est une nouvelle étape sur laquelle nous souhaitons travailler. Pas très bien, on va finir sur cette phrase. Merci beaucoup en tout cas. Merci.